Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Licenciée en pleine crise sanitaire, Tiffany reprend un tube d'Angèle pour décrocher un nouveau boulot. Elle avait déjà fait le buzz 2 ans auparavant en publiant une offre d'emploi sur Le Bon Coin pour recruter son patron idéal. Tiffany, c'est la fougue incarnée. Et c'est en particulier dans les domaines professionnels qu'elle ancre cette ardeur en tant que travailleuse indépendante handicapée. À seulement 15 ans, la fibromyalgie vient rencontrer Tiffany. Très jeune, elle doit déjà se positionner pour poursuivre ses études malgré les douleurs. En plus de la maladie, elle est rapidement identifiée comme étant HPI. Des années plus tard, un TDAH est diagnostiqué. Mais en réalité, il fait partie de ses valises depuis toujours. En 2020, Tiffany se réveille un matin sans plus pouvoir bouger ses membres inférieurs. La fibromyalgie a atteint le stade 3 et le fauteuil roulant s'impose pour se déplacer. L'année suivante, elle vit une alerte AVC alors qu'elle lit une histoire à sa fille, puis un burn-out. Dans une autre réalité, en plus de celle des douleurs chroniques, elle a même l'envie de mettre fin à ses jours. Elle doit alors accepter l'arrêt maladie. En laissant du temps au temps, elle reconnecte petit à petit à la vie et entreprend de réaliser tous ses rêves. Si demain je suis sur mon lit de mort, que vais-je regretter ? Animée par cette question et contre toute attente, elle se surpasse en gravissant le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Une randonnée de 6 heures, alors que 6 mois auparavant, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Tiffany décide d'être créatrice de son destin, qu'importe le cadre amené par la vie. Ce leitmotiv, elle le partage de manière puissante à ses enfants, qui ont déjà bien saisi les mécanismes de la maladie. Ils mettent avec leur maman leur intelligence à profit pour mener à bien leur moment de partage. Tiffany ne souhaite pas changer le regard sur le handicap. Elle veut lui apporter un nouveau regard. Coucou Tiffany, Coucou Tamara. comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh ben, je vais très bien. J'avoue que je suis un petit peu malade, mais les virus hivernaux, ils sont pour quelque chose aussi. Mais ça va très bien. Et toi, comment tu te sens ? Écoute, moi ça va, en ce moment c'est fatigue extrême et nausée de l'extrême aussi. J'ai eu un petit coup de stress, là hier soir, comme je te racontais avant, hors antenne. En fait, j'ai réalisé que j'avais perdu, l'entretien que j'avais préparé et les prises de notes, lors de notre premier appel de rencontre, pour préparer justement cet entretien. Donc, c'est la toute première fois où je suis vraiment, en roue libre, comme on peut dire. Ça va être chouette parce Eh que ben, quelque écoute, part, je vais laissons vraiment notre intuition. laissons l'intuition faire. Et puis quelque part, je me dis: «C'est cool» parce que je vais vraiment avoir cette impression de te rencontrer en même temps que les auditeurs et auditrices. Exactement.
Alors, est-ce que, tu peux présenter, aujourd'hui, les maladies avec lesquelles tu vis, Tiffany? Eh bien, tu dis «les» effectivement parce qu'il y a 2 paramètres, handicap invisibles avec lesquels je vis au quotidien. La première re est la fibromyalgie. Donc, pour rappel et tu en as déjà parlé, c'est une maladie, chronique qui, provoque des douleurs diffuses, dans tout le corps, que ce soit articulaire et musculaire, avec également des troubles du sommeil, des troubles digestifs avec une colopathie fonctionnelle, des céphalées. Voilà, c'est tout un ensemble de symptômes. Et le deuxième paramètre est un trouble du neurodéveloppement qui s'appelle le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et dans mon cas, c'est avec hyperactivité, donc qui se caractérise par notamment, dans mon cas, des troubles cognitifs, de concentration, de mémoire, d'organisation, d'hypersensibilité, etc. Voilà à peu près le topo. Mmh. Est-ce que ces 2 maladies sont arrivées à peu près au même moment dans ta vie ou pas du tout? Alors, pas du tout, enfin dans le sens où, en termes de diagnostic, je n'ai pas eu les informations au même moment. Pour ce qui est de la fibromyalgie, mes symptômes ont commencé en 2009, lorsque j'ai fait mon premier malaise où j'ai eu des douleurs au niveau du dos et on s'est concentré vraiment sur résoudre les problèmes liés au fait que je tombais par terre et que j'avais mal au dos et que je faisais des crises de spasmophilie. Donc, voilà, c'était plus associé à ça et en fait, il a fallu que j'ai un souci pour me lever le matin en 2015, donc 6 ans plus tard, pour pouvoir se dire: «Bah, c'est bizarre quand même, on va peut-être aller un peu plus loin». Et donc, on a eu le diagnostic par élimination, puisque la caractéristique de la fibromyalgie, c'est qu'il n'y a pas de biomarqueurs aujourd'hui connus qui permettent de dire, tiens, on fait cet examen et tac, on sait que c'est la fibromyalgie. Et donc, du coup, voilà, un rhumatologue m'a posé le diagnostic en 2015 de la fibromyalgie. Et le TDAH, en fait, c'est finalement enfin, un élément qui est là depuis toujours, donc depuis que je suis petite, mais qui n'a été diagnostiqué qu'en 2021. Jusqu'alors, j'avais été diagnostiquée HPI et on m'a donné l'explication que le HPI avait compensé toutes ces années le TDAH. Et ce qui a révélé mon TDAH, c'était l'accumulation d'activités qui fait qu'au niveau cérébral, ça a saturé à un moment donné par le biais voilà, d'éléments personnels et professionnels qui se sont vraiment associés. Et ça a été trop pour mon cerveau. Et puis, en septembre 2020, mon cerveau a complètement craqué. Et du coup, là, je me suis révélée être une nouvelle personne et diagnostiquée, du coup, en 2021. OK, quand tu parles de HPI, de compensation, tout ça, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? Parce qu'il y a des auditeurs et auditrices qui connaissent pas et voilà, si tu peux être un peu plus concrète, en fait. Alors, le HPI, c'est le haut potentiel intellectuel. Ici, moi, personnellement, j'ai entrepris de faire ce diagnostic-là quand j'avais 15 ans. Avec la psychologue qu'il y avait dans mon lycée, parce que je sentais vraiment un énorme décalage avec mes camarades de classe, avec mon âge, avec ma manière de voir les choses, de percevoir les choses, de faire des liens, de vraiment, je sentais que j'étais vraiment pas entre guillemets dans le raisonnement collectif. Donc je me suis dit: «Bon, faut que j'en parle à quelqu'un» parce que là, ça commençait à vraiment jouer sur mon bien-être parce que je me sentais pas, exclue ni quoi que ce soit parce que j'ai une capacité d'adaptation qui me permettait justement de pouvoir m'associer à tout le monde. Mais je voulais quand même me comprendre pour pouvoir mieux m'accompagner moi-même aussi dans mon raisonnement. Et donc c'est là qu'on a pu, voir et diagnostiquer, mon HPI. Et effectivement, du coup, cette capacité du coup d'adaptation, cette manière de raisonner, souvent est reconnue avec le TDAH comme étant du coup le fait de pouvoir compenser ces troubles cognitifs, qui sont associés au TDAH. Donc voilà. Mmh. Est-ce que ça a été une libération pour toi, ce diagnostic de TDAH, au final, c'était il y a 2 ans seulement? Exactement. Une libération, dans un certain angle effectivement, parce que ça m'a permis de mieux me comprendre et surtout de déculpabiliser. Là où avant, je me forçais à faire certaines choses parce qu'il fallait, parce que j'avais des comptes rendus à faire ou parce que j'avais des obligations, mais qui n'étaient pas du tout corrélées avec mon fonctionnement, je sentais que j'étais pas productive. Je savais que c'était pas comme ça qu'il fallait que je raisonne, mais en même temps, j'avais pas le choix. Qu'aujourd'hui, maintenant, de comprendre comment je fonctionne me permet de mobiliser toutes mes énergies à des moments
où j'ai repéré être les plus efficientes possibles. Donc, je sais aujourd'hui que quand il y a une résistance, ce n'est pas une question de volonté ou de caprice, c'est que mon cerveau n'est pas en mesure et n'a pas accès à cette manière de fonctionner. Donc, aujourd'hui, j'ai appris, là, toute l'année dernière, à repérer un petit peu qu'est-ce qui fait que mon TDAH est plus prédominant à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux l'utiliser à 1000%. Pour vous donner un exemple, s'il y a une activité que mon cerveau a décidé de ne pas faire, si je me force, je peux mettre 1, 2, 3 journées à faire cette activité, alors que le jour où c'est pour même activité, mon cerveau a décidé de faire quelque chose en 1 heure, ça va être réglé. Mmh. Donc, c'est vraiment une question d'environnement aussi. Il faut que tout soit corrélé, que les planètes soient alignées. Ça ne dépend pas de soi. C'est au moment, par contre, l'énergie, elle est là, peu importe l'heure, peu importe le moment. Et puis, des fois, ça peut être sous la douche, dans les toilettes. Enfin, vraiment, des moments vraiment pas du tout appropriés. Mais par contre, dès que le cerveau a décidé, il faut y aller, quoi. Et alors, ça dépend de quoi? Alors, je vais parler en mon nom parce qu'évidemment, tout le monde a son propre paramètre. Personnellement, je sais que professionnellement, je vais avoir besoin d'un cadre calme. Je ne peux pas me concentrer avec du bruit autour de moi, avec de l'agitation autour de moi, avec des lumières fortes. Donc ça, c'est vraiment attrait finalement à l'hypersensibilité, hein, à la sensorialité qu'on peut retrouver également dans les troubles du spectre autistique qui sont également révélateurs. Donc moi, je vais avoir besoin de ça. Et puis après, j'ai aussi le paramètre de la fibromyalgie qui a ce dosage en termes énergétiques. Si j'ai pas suffisamment dormi ou si j'ai pas suffisamment bien dormi, parce que dormir tant d'heures, c'est une chose, mais bien dormir, c'est en est une autre. Si voilà, il se trouve que j'ai mangé quelque chose qui, au niveau digestif, joue aussi sur mon quotient énergétique et donc forcément sur ma capacité à me concentrer. Enfin, voilà, il y a tout un tas de paramètres qui fait que ça va vraiment jouer. Ce qui va être un peu la limite au niveau professionnel, c'est que je ne peux je fixe des rendez-vous, des réunions. Je vais les donner au moment où je sais où il y a le moins de risque pour moi de flancher entre guillemets, au niveau cognitif ou au niveau énergétique, au niveau parce que ça peut se dessiner en malaise. Il m'est déjà arrivé en plein live, la personne se reconnaîtra, de faire un malaise en plein live parce que j'avais pas du tout les conditions appropriées à ce moment-là, mais je les avais pas repérées. Mais bon, voilà, du coup, le live n'a pas pu se faire et la surprise était au rendez-vous. Et du coup, tu parles de ta vie professionnelle. Où t'en es professionnellement maintenant? Alors à ce jour, je suis travailleuse indépendante handicapée qu'on appelle les TIH. Donc en gros, je suis à mon compte. Je suis consultante en communication responsable, RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, et je fais des interventions autour du handicap invisible. Euh, Professionnellement, c'est un parcours un peu semé d'embûches, puisque du coup, mes choix scolaires, professionnels ont été tournés autour de ma situation de handicap. J'ai une RQTH, une reconnaissance qualité travailleur handicapé depuis 2015. C'est le seul levier de reconnaissance que la fibromyalgie peut espérer avoir, puisqu'elle n'est pas reconnue aujourd'hui par la Sécurité sociale, bien que reconnue par l'OMS depuis 1992. Et donc, du coup, euh, tu vois, ça y est, Tu as fait un TDAH. Je t'ai prévenu, alors j'explique aussi aux auditeurs, j'ai prévenu Tamara que quand je suis lancée dans un truc et que je pars en ce qu'on appelle en arborescence, il y a des fortes chances que des fois je me perde et que voilà, je ne sache plus de quoi il fallait que je parle. Peux-tu répéter ta question, s'il te plaît, Bien Tamara? sûr. Mais j'adore parce que vraiment l'arborescence, moi, c'est ma manière de fonctionner aussi et de penser. Donc, je vois exactement. Et ce moment où en fait ça coupe, il y a plus, on sait plus, on est C'est ça. lancé dans le truc, on dirait qu'on est à fond et tout d'un coup, paf, il y a vraiment un plafond de verre. Au fait, t'es qui? On fout quoi ici? C'est ça. J'adore. Je te posais la question de où t'en étais professionnellement maintenant. C'est vrai que tu revenais aussi un peu sur tes expériences précédentes. Enfin, tu disais qu'au final, le handicap a toujours été un peu au milieu de tes choix professionnels parce que tu as été quand même diagnostiqué assez tôt. Tu parlais des reconnaissances que tu avais, mais au final qui Oui, étaient bien maigres par rapport aux symptômes. Et du coup, où ça t'amenait maintenant et donc c'est ça. ta profession actuelle. Très bien. Bah, du coup, c'est bon, j'ai repris le fil. Du coup, au moment où j'ai eu ma RQTH, ça faisait un peu plus de 3 ans que j'étais responsable d'un magasin d'optique. Et donc, on avait la possibilité, grâce à la GFIP, qui est l'organisme de financement aussi des compensations et des adaptations de postes, du maintien dans l'emploi,
de pouvoir me permettre d'adapter mon poste. Sauf que mon employeur à l'époque n'avait pas l'envie. Clairement, c'était ça. Donc, j'ai décidé de partir. J'ai été embauchée dans le cadre du RQTH dans une autre boîte en CDI. Et là, au bout de 10 mois, on m'a dit, bah non, Tiffany, c'était pour tes compétences qu'on t'a embauché, c'est pas pour tes RQTH. Alors que du coup, c'était vraiment explicite au moment de l'embauche. Donc, moi, j'avais espéré pendant tout ce temps d'avoir une adaptation de poste puisqu'ils étaient en connaissance. Donc, je suis partie. Après ça, je suis tombée enceinte. Et donc, du coup, j'ai eu toute cette période de grossesse qui, en plus, était un peu compliquée, mais pas associée à ma maladie. J'étais en menace d'accouchement prématuré. Et ensuite, j'ai pris un congé parental. Et au moment de mon retour à l'emploi, je me suis positionnée sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Toujours dans l'idée, alors là, je n'avais pas connaissance du TDAH, mais j'avais envie de vraiment donner du sens et vraiment être passionnée et animée. Mais je pense que ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas associé à quoi que ce soit. Et en fait, la com est un milieu un petit peu bouché. Et moi, en l'occurrence, j'avais pas du tout le profil type du master qui sort d'école, tout frais, tout brillant, etc. Moi, j'avais juste l'expérience professionnelle. Et du coup, j'ai mis en place une annonce sur le Bon Coin pour recruter mon patron. Et cette annonce, en fait, a fait le buzz dans les médias. Et c'est comme ça que j'ai recruté mon patron. C'est comme ça qu'il m'a trouvé grâce aux médias. Et donc, du coup, ça a duré un peu plus de 2 ans en tant que responsable communication en télétravail. Et c'était la condition pour moi, l'adaptation principale pour me permettre d'être la plus efficace, efficiente possible. Parce que du coup, en termes d'énergie, je pouvais la gérer. Et je pouvais du coup adapter mon poste, faire dans mon environnement comme je le voulais. Et ça, c'était vraiment une super aventure. C'est intéressant, tu dis donc tu as fait une annonce pour recruter ton patron. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de cette annonce? Bah, j'ai fait comme si j'étais un employeur, mais cette fois-ci, c'était le candidat. Et donc, pour celles et ceux qui souhaitent aller voir sur Internet, vous tapez simplement mon nom, Tiffany Mazar Le Bon Coin, et vous allez vite retrouver des articles, des interviews à ce sujet. Et donc, ensuite de ça, en fait, au mois de mars 2020, bah, le Covid arrive et là, fonction support comme étant une responsable communication, donc j'ai été licenciée économique. Donc voilà. Et au même moment, enfin juste avant, je m'étais lancée dans l'objectif de me dire, bah tiens, je vais me faire kiffer, je vais créer ma boîte, enfin juste des statuts pour pouvoir accompagner quelqu'un pour me faire ma passion autour de la com, etc. Puis bah, il se trouvait qu'en termes de timing, ça tombait plutôt bien. Et là, je me suis dit, bon, bah maintenant que j'ai plus de taf et que personne ne veut m'embaucher, parce que là, ça a été vraiment le gros problème, comment je fais? Et puis là, j'ai eu l'idée de reprendre la chanson de Angèle, Oui ou non, de l'adapter à ma recherche d'emploi. Et là, ça a fait encore plus le buzz. Et donc, du coup, là, mon réseau a explosé. Les gens ont kiffé ce que j'ai fait et j'ai trouvé ça vraiment inattendu. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant reçu. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer énormément de monde, notamment mes premiers clients. Et c'est comme ça que l'aventure avec sa papote, du coup, a commencé et se poursuit à ce jour. Il y a moyen que tu nous chantes un petit extrait? Oula, t'es trop mignonne, toi. C'était pas prévu, mais je te promets on pourra pallier à ça prochainement. Et si vous Excellent. voulez voir la chanson, il y aura ça sur Internet sans problème. Super. Tu parlais avant des premiers symptômes de la fibromyalgie qui sont arrivés en 2009, c'est ça? Oui, Tu avais quel âge à ce moment-là? 15 ans. C'est hyper jeune. Ouais. Là, tu as quel âge Et maintenant? aujourd'hui, j'ai 29 ans, genre 30 ans cette année. OK, et j'aimerais un peu voir aussi, comment tu vis avec cette fibromyalgie? Parce qu'au final, tu as nommé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes liés à cette maladie-là qui est encore, malheureusement sous-diagnostiquée. J'imagine que ça aussi, c'est toute une adaptation. Il y a pas que le TDAH et du coup, c'est une adaptation qui a dû commencer très, très jeune. Parce qu'à 15 ans, en général, on a d'autres problèmes que des soucis de santé, très fréquemment. Et comment ça a été pour toi, d'être une jeune femme, qui souffrait, heu, déjà si jeune? Eh bien, j'ai repéré très rapidement mon exutoire qui était un peu pervers, c'est le travail. C'est-à-dire qu'en janvier 2009, j'ai 15 ans. En juillet 2009, j'ai 16 ans et 2 semaines. Je veux travailler. Et là, j'ai travaillé
pendant tous les étés, enfin, pendant les vacances scolaires, les dimanches. Et quand je travaillais pas, j'étais bénévole dans un centre aéré. Il fallait que je travaille, que je travaille, que je travaille pour penser à autre chose. Je n'avais pas d'autre choix que si je ne voulais pas penser à mes douleurs, parce que effectivement, je n'avais pas un quotidien comme mes copains qui pouvaient enfin sortir le soir et puis le lendemain ils étaient frais comme il n'y a pas, alors que moi le lendemain j'avais des douleurs, j'étais hyper fatiguée, mais non, fallait que je sois comme tout le monde. Donc il y a eu cette phase de se dire non, je vais compenser, faut que je puisse vivre moi aussi. Et donc du coup je l'ai illustré dans le cadre du travail, sauf que ça m'a vite rattrapée, puisque quand j'étais en cours, j'étais bien plus souvent à l'infirmerie qu'en cours, et à un moment donné je passais mon temps chez moi à rattraper mes journées de cours. Et à l'année de la terminale, au mois d'octobre, novembre, je ne sais plus, ça devait être novembre, là, ça m'a vraiment pesé. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer sur ce rythme-là, d'aller en cours le matin, donc prendre le bus, me lever tôt, etc. Alors, j'avais pas des nuits récupératrices, de faire mes malaises et de passer mes journées en n'étant pas bien, et le soir, de devoir récupérer mes cours, donc avoir finalement des journées, mais plus, quoi. Et là, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on trouve une solution. Donc, la solution a été de faire par correspondance. Donc, j'ai passé mon bac par correspondance. Et pour moi, ça a été révélateur parce que du coup, j'étais chez moi, dans un environnement qui était adapté, dans le sens où je n'avais pas le bruit des autres, les sollicitations extérieures. Je pouvais me concentrer comme j'avais envie. Je pouvais être efficace. Là où mes collègues mettaient 2, 3 semaines à voir un chapitre, moi, en 2 heures, c'était fini, quoi. Hmm. Et donc, du coup, là, j'ai pu voir un petit peu cette efficacité et cette productivité que je pouvais avoir. Et c'est là où je me suis dit, cette adaptation, elle est cool. Au final, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une énorme responsabilité pour une jeune de 15 ans d'identifier, qu'elle doit faire ses cours par correspondance. J'imagine un peu, tu sais, bah, c'est l'âge où tu as besoin de t'identifier aux autres, où tu as énormément besoin d'être en groupe, et tu fuis un peu la solitude, hein, à cet âge-là, à 15 ans. Et comment c'était pour toi ça? Est-ce que tu as senti un décalage quelque part? Est-ce que tu as quand même pu créer un réseau d'amis ou pas particulièrement? Alors oui, parce que 2 choses. Première chose, j'étais passionnée de musique, donc j'avais des amis avec qui, je pouvais faire de la musique, et du coup avoir, cet exutoire loisir, qui était, super. Et surtout, j'avais rencontré, mon ex-mari, j'avais 16 ans, à l'époque. Donc en fait, au moment où j'étais en terminale, j'étais déjà avec lui et tout notre groupe de copains, commun. Et donc du coup, on se voyait, tout le temps, et j'avais pas cette sensation d'être coupée du monde. D'autant que je suis quelqu'un d'assez sociable et que j'avais besoin d'entretenir également ce lien, et je ne voulais surtout pas me couper du monde, quoi. Donc, c'était un peu mes horaires de travail. Et après, bah, il fallait que je kiffe ma vie, quoi. Et comment l'école, elle a accueilli le fait que tu travailles en correspondance? Parce qu'à l'époque, tu avais pas de diagnostic. J'avais pas de diagnostic effectivement, mais quand on est en candidat libre, notamment avec le CNED, il y a même pas besoin de se justifier, en fait. Donc, du coup, là, en l'occurrence, effectivement, il a fallu expliquer son projet, que voilà, dans le cadre de mon état de santé qui voilà, est un peu, enfin, il le voyait, hein, de toute façon, j'étais tout le temps à l'infirmerie, il voyait bien que j'étais une bonne élève, que ça pouvait vraiment jouer, moi, sur l'obtention de mon bac, alors que j'étais quelqu'un de motivé et puis qui aimait l'école. Enfin, j'aimais apprendre, j'étais très curieuse, je le suis encore aujourd'hui, et ça me rendait triste de pas pouvoir être présente comme je le voulais, en fait. Donc il y avait pas de décrochage scolaire possible. C'était vraiment, si je l'avais décidé, c'est qu'on m'a fait, en fait, on m'a vraiment fait confiance, que ce soit sur le côté scolaire et également mes parents. Mmh. Et à cet âge-là, c'est moi qui ai perdu le fil maintenant, j'avais une question. Tac, 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 tac. Ah oui, à cet âge-là, où est-ce que les douleurs, elles ont commencé à se manifester dans ton corps? Alors principalement au niveau du dos, parce que je faisais des malaises, donc je tombais de ma hauteur, donc je fais 1,76 m, hein, et donc je tombais, ou alors je faisais des crises de spasmophilie, donc ce qui fait que mes muscles, pardon, étaient hyper raides, donc du coup une grande fatigue, en fait, j'avais l'impression de faire des marathons à chaque fois, j'étais épuisée, j'avais mal partout, etc. Donc c'était vraiment à la base plutôt musculaire, et donc j'étais solvée par du massage 2 fois par semaine, et depuis 2009 le kiné est mon meilleur ami. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours, les mêmes manifestations physiques ou ça a un peu bougé?
Ça a énormément bougé. En 2020, au moment où j'ai été licenciée, au moment où j'ai décidé de créer mon entreprise, j'ai également vécu un autre level physique. Je me suis réveillée un matin. Je n'avais plus la possibilité de bouger mes membres inférieurs. Je n'avais plus aucune sensation. Urgence, ponction lombaire, examen, etc. On ne voit rien. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai des troubles au niveau donc neurologique, au niveau des jambes, notamment de la jambe droite, où j'ai beaucoup moins de sensibilité à droite qu'à gauche. Et en fait, les symptômes ensuite ont été plutôt cardio-respi. Donc là, une difficulté, une fatigabilité. J'avais beaucoup de mal à manger parce que ça me demandait un effort au niveau musculaire de devoir faire le mouvement de manger, d'avaler, de digérer, tout ça. Et en fait, crescendo, donc jusque là, juin 2022, ma fatigabilité a été puissante puisque je ne pouvais plus marcher sans prendre part au fauteuil roulant. Enfin, pas plus de 500 mètres en tous les cas. Et donc, du coup, c'est là où j'ai vu une interniste en juin 2021 qui m'a dit que ma maladie était passée au stade grave. Il y a 3 stades de fibromyalgie. Le primitif sur lequel j'étais diagnostiquée, secondaire et grave, où là, elle m'a dit clairement, vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur, quoi. Et le même jour, j'ai eu le diagnostic psychiatre du TDAH. Donc ça a fait un petit peu Un beaucoup peu le beaucoup. même jour d'avoir eu ça. Et là, elle m'a dit, là, il faut vraiment que vous arrêtiez de travailler. Je me vous rendez compte ou quoi? Il y a personne qui veut m'embaucher et il faut que je puisse ramener des sous. Je suis travailleur indépendant. Si j'ai pas de contrat, j'ai pas de sous, je peux pas vivre. Je suis maman, j'ai une maison à payer. Je peux pas faire autrement. J'étais à 50-60 heures semaine. Mhm. Ce qui fait que en septembre 2021, j'ai eu une alerte AVC. Donc tous les symptômes d'un AVC qui me sont apparus. J'étais en train de lire une histoire à ma fille et d'un coup, en fait, tous les symptômes neurologiques de l'AVC, voilà, passage aux urgences comme dans les films, accueilli par toute une équipe qui vous branche de partout, machin, pour me dire qu'au final, voilà, ce n'est pas un AVC, mais la neurologue m'a dit maintenant vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc dès que ça vous arrive, faut appeler les urgences, quoi. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, je me suis dit, très bien, Tiffany, tu peux mourir à tout moment. Et ben maintenant, tu vas encore plus kiffer ta vie et tu vas t'investir dans 10 000 projets. L'erreur qu'il fallait pas faire. Et donc, du coup, j'étais déjà à 50 heures semaine. Je m'en suis un petit peu rajoutée parce qu'apparemment, j'en avais pas assez. Je me suis mise dans 10 milliards de projets en plus. Et la burn-out. Là, mon cerveau a vraiment, vraiment, vraiment craqué. Est-ce que tu as l'impression par rapport à tout ce que tu me racontes au niveau du travail, que vraiment le travail est une sorte de fuite quelque part? Ah, totalement. Comment tu Totalement. Et l'expliques? d'ailleurs, je l'ai nommé, hein. Je l'ai nommé. J'ai dit que c'était un exutoire. Je l'explique parce que je suis quelqu'un qui aime foncièrement le travail, qui aime réaliser, qui aime créer, qui aime rencontrer, qui aime partager. Ça, c'est vraiment mon essence. Et le travail me permet ça. Je suis tellement curieuse de pouvoir rencontrer diverses origines, diverses structures. Ça me nourrit mon âme, ça me nourrit tout simplement, quoi. Et donc forcément, quand on a l'impression de s'éteindre quelque part avec ces douleurs, avec tout ça qui nous empêche de faire des choses, quand on peut être utile pour quelque chose d'autre, en fait, quand on a repéré que ça pour comme utilité, moi personnellement, en tous les cas, je me suis dit, go quoi. Enfin, je cherche pas plus loin. Je suis utile, je sers à quelque chose, je me sens vivante quand je travaille. C'est ça en fait. Sauf qu'en fait, c'est un engrenage et que ça n'aide pas au niveau santé mentale. Et c'est là où je l'ai clairement vu et je l'ai vécu en fait. Donc là, en décembre 2021, j'avais le scénario pour mettre fin à mes jours. Voilà, j'avais qu'une C'est-à-dire? envie, c'était de. Ah, mais ouais, j'avais qu'une envie, c'était de me suicider. Je vais dire les mots comme ils sont parce que c'est vrai. Je n'avais plus envie de. Mon cerveau avait complètement grillé. Je n'avais plus envie de travailler alors que ça ne m'était jamais arrivé. Je n'avais plus envie de. J'avais mon quotidien qui était douloureux. Mais je sers à quoi? Je fais Mmh. que d'avoir mal au quotidien. Je n'ai pas de présence de qualité pour mes enfants. Je ne peux plus travailler. Je ne sers plus à rien. Qu'est-ce que je fous sur Terre?
Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses qu'il y avait une dépression qui était associée? Ah bah, le burn-out, ouais, carrément, avec la dépression. Et la chance que j'ai, c'est que depuis 2019, je suis accompagnée par une super thérapeute. Et du coup, j'ai pas lâché cet accompagnement-là. Et j'ai pu, du coup, accepter l'arrêt maladie qu'on me proposait depuis 2 ans. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, ça fait 2 ans que vous me proposez, un mois, pas plus. Ma médecin, oui, oui, bien sûr, un mois, pas plus. Au bout d'un mois, alors? En fait, je veux bien qu'on prolonge d'un autre mois si c'est possible. Et puis en fait, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis bah là, en fait, normalement, mon arrêt se termine à la fin du mois, donc ça veut dire un peu plus d'1 an. Mmh. Et du coup, bah là, ça a été accepté que mon cerveau ne voulait plus fonctionner. Et donc laisser du temps au temps, le truc que je n'ai absolument jamais fait. J'allais te demander justement déjà un peu en amont si les moments où ça va trop mal, tu sais être en pause, te mettre en pause, vraiment un exemple concret, regarder des séries, et rien faire dans ton canapé, ou c'est quelque chose qui a jamais été, possible pour toi? Non mais rien que le mot repos, c'est anxiogène. Le mot rien faire, c'est impossible. Je suis quelqu'un qui se repose par l'activité. Ça paraît tellement con de dire ça, mais vraiment c'est ça. C'est que j'ai besoin de me nourrir en faisant des choses. Donc, et là, ma maman qui va certainement écouter ce podcast, ça va la faire hérisser ses poils. Mais ma mère me dit, mais Tiffany, repose-toi, repose-toi. Mais mon repos à moi n'est pas le repos de chiller devant un épisode Netflix. Déjà, je suis incapable de me concentrer sur un épisode. Il faut que je fasse un truc en même temps. Donc, du coup, ça fait, bah voilà, être sur son téléphone en même temps que de regarder une série, en même temps que de manger, en même temps que de penser à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. En fait, je suis jamais concentrée. Je fais jamais une chose en même temps. Et aujourd'hui, d'avoir l'explication de comment mon cerveau fonctionne, en fait, avant, je culpabilisais de ça. Je suis putain, mais Tiffany, t'es incapable de te concentrer. Mais je sais pas, concentre-toi comme tout le monde quand tu regardes un film avec quelqu'un, bah regarde le film. Puis bah du coup, bah, j'ai ma jambe qui bouge parce que je suis tout le temps en train de bouger dans tous les sens. Et puis ça énerve d'ailleurs mes proches. Et puis en fait, il y a une nervosité en soi de se dire, mais il faut que je fasse comme tout le monde. Et le fait d'accepter cette hyperactivité et de pas se reposer comme tout le monde, encore une fois, c'est libérateur et c'est là où ça me ressource. C'est intéressant, je m'identifie beaucoup, à ton discours et notamment mon mari, me force à regarder des séries. Il me dit: «Aujourd'hui, je m'en fous et tu regardes des séries et tu fous rien parce que tu es beaucoup trop crevé et que tu en peux plus» et je suis là: «Non, mais tu te rends pas compte, mais moi, ça me repose pas du tout, en fait, de regarder des séries» et c'est particulier parce que pour des personnes lambda, ça va être une vraie ressource et pour d'autres, pas du tout, quoi et mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est d'identifier ce qui peut être une ressource de repos, parce que le repos, il est quand même essentiel et important, surtout pour des personnes qui vivent avec des maladies. Mais des fois, il va être dans des choses qu'on n'imaginerait pas du tout. Moi, j'ai découvert, la danse intuitive. Donc, Ouais, pendant 2 heures, je danse comme une dératée à fond la caisse exactement. et la plupart des gens, ils vont pas se reposer parce que genre tu as été en tachycardie pendant quasi 2 heures à sauter dans tous les sens. Bah, moi, c'est la seule chose qui repose vraiment mon cerveau, où j'ai beaucoup Exactement. moins de pensées à la minute que, quand je suis, face à une série où ça fait genre ça Tout à mouline dans la fait. tête. C'est exactement ça. Bah, moi, du coup, c'est vrai que j'ai pu identifier ça aussi. Et en fait, la créativité, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi qui coule dans mes veines depuis même avant que je naisse. Hein. Avant que je naisse, je dansais sur Rhythm is a Dancer dans le ventre de ma mère. Et en fait, la musique, l'écriture, le dessin, toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, j'ai repéré que ça, c'était ma ressource. Et j'ai même découvert une nouvelle ressource que bah, pas plus tard que mois de décembre. Ça faisait 19 ans que j'avais pas voyagé. J'ai vécu 3 années en Nouvelle-Calédonie quand j'étais petite. Et depuis, je n'avais pas repris l'avion. Et là, je suis allée à l'île de la Réunion au mois de décembre avec mon ami. Et c'était mais incroyable. Chaque personne rencontrée, chaque paysage, En fait, je me suis recommuniée à la nature et j'ai eu l'impression de ne faire qu'un et moi je suis une fille qui aime foncièrement les îles par sa musique, par sa gastronomie, par son rythme de vie, etc. Et ça m'a ressourcée. Et là, dans un cerveau comme le mien, ça veut dire c'est quand le prochain. Bingo. Exactement. D'autant que pour faire cette petite note d'espoir aussi par rapport à la maladie,
Je vous disais que là, en juin de l'année dernière, j'étais pas capable de faire plus de 500 mètres sans prendre le fauteuil roulant. Je me suis séparée de mon mari cet été et voilà, j'ai une autre énergie qui s'est libérée. Enfin voilà, euh, ça se passe très bien avec mon ex-mari. On est vraiment en super bons termes, etc. Mais du coup, j'ai quelque chose en moi qui s'est libéré. Je ne peux pas l'expliquer. Et mes douleurs sont toujours présentes, mais il y a quelque chose d'autre. Et quand je suis allée à l'île de la Réunion, j'ai pu, écoutez bien, faire le piton de la Fournaise, faire une rando de 6 heures. Bon, ok, j'ai fait 3 crises d'asthme, j'avais les jambes qui tétanisaient, à la fin j'étais au bord du malaise, mais purée, quelle victoire de se dire j'ai réussi à faire ça, quoi, alors qu'il y a 6 mois auparavant, je pouvais pas faire plus de 500 mètres sans prendre le fauteuil. C'est Et juste là, je me suis dit, incroyable. mais voilà, je me suis dit comme quoi, quand on respecte ses envies et ses besoins, quand on s'identifie sur quelles sont ses limites et qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait, on choisit sa vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment le discours que je tiens, c'est que on est l'ensemble de nos choix. Et, euh, et moi, c'est vraiment l'année 2022 avec ce burn-out, j'ai fait des choix. Je me suis dit, bon, bah ça, maintenant, je peux plus tolérer. Ça, maintenant, je dois le persévérer. Et en faisant tous ces choix-là, aujourd'hui, ça me conduit à te parler avec toute la gratitude du monde des personnes qui m'entourent et qui me permettent de me faire pousser des ailes, entre guillemets, et puis d'être fière de moi alors que jamais auparavant je pouvais dire que j'étais fière de moi. Et c'est en acceptant ces facettes-là, en disant, OK, j'ai de la fibro, elle m'empêche ça, ça, ça. Bah ouais, mais attends, elle me permet ça aussi. Et aujourd'hui, dans le handicap, et surtout dans le handicap invisible, on a du mal à accepter et à voir toutes les opportunités que ça peut présenter. Sans ça, Tamara, tu n'aurais jamais pu faire ce podcast-là et jamais tu aurais pu aider autant de monde. Tu vois, c'est un exemple tout con. Bien sûr. Et, et, et du coup, c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas que le côté négatif. Et aujourd'hui, dans le mot handicap, quand vous cherchez la définition sur Internet, c'est déficience ou diminution ou qui ne permet pas de. Le handicap, c'est quelque chose de négatif. Donc forcément qu'aujourd'hui, quand on parle de handicap, qu'il soit visible ou invisible, tout de suite, il y a ce côté hyper péjoratif qui arrive dans la tête des gens. Et ce que j'ai à cœur de partager et dans mes projets également à venir, c'est de montrer qu'en fait, on peut carrément faire des choses qu'on n'aurait jamais pu penser pouvoir faire et que ça peut tellement servir à d'autres. Donc là, Mm. vraiment, c'est vraiment ce message que je veux adresser, c'est ce côté, on peut choisir de saisir les opportunités dans chacun de nos mouvements. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est de voir aussi que les limites, elles peuvent se modifier. C'est-à-dire que comme tu donnais un exemple très concret hein, de ta vie, c'est que tu es passé de j'arrive pas à me déplacer de plus de 500 mètres, sinon je suis en chaise roulante, à je fais le python, comment il s'appelle? Piton de la Fournaise. Le python de la Fournaise, désolée, j'ai rigolé avant, mais ce nom est absolument hilarant. Et c'est beau aussi de voir que les choses sont pas figées. Parce que je me rends compte que très souvent, quand on est dans une situation très compliquée avec les symptômes, on a cette peur, hein, et puis il peut y avoir beaucoup d'anxiété et tout à fait légitime à ce que ça reste en fait ainsi. Et de se dire genre: «Waouh, en fait, c'est pas figé, ça peut se modifier». Oui, ça peut durer encore des jours, des mois, voire des années dans ce moment douloureux, difficile, mais ça peut bouger. Et c'est vrai que ça permet de switcher un peu avec ces mots qu'on entend souvent qui sont, «Ça va aller vers le pire», «C'est incurable», «On n'a pas de traitement», enfin, où tout d'un coup ça ça fige, ça freezing à l'intérieur de nous et on se dit: «Mais attends, mais c'est pas possible, j'ai 30 ans et ça va aller vers le pire alors que c'est déjà le calvaire». Donc je trouve très beau aussi ce genre de témoignage pour se dire: «Waouh, en fait, il y a d'autres possibilités». Même quand on imagine qu'on est enfin, même quand on a l'impression et qu'on est au plus bas, ça peut bouger. Exactement. Et moi, c'est exactement comme ça que j'ai vécu toutes ces dernières années. En me disant, ah bah non, je vais pas faire telle activité parce que je vais faire un malaise et puis qu'après je vais être fatiguée, puis qu'après. Et en fait, je me suis empêchée de vivre. Mais toute seule, hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit, moi, à la limite, on pouvait me pousser aussi en me disant, allez, Tiffany et tout. Non, non, je sais que derrière, je vais avoir mal. Non, je sais que derrière, je vais peut-être pouvoir faire un malaise, etc. Jamais maintenant. Maintenant, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé que chaque seconde de mon vivant, j'allais saisir chaque opportunité pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir partager, pour pouvoir être heureuse. Et là, un cas tout concret. Ce week-end, j'ai pris pour la première fois l'avion toute seule. Jamais, au grand jamais, j'aurais été
capable de me dire que je pouvais le faire l'année dernière. Tu m'aurais dit ça l'année dernière, je me dis, vas-y, c'est pas moi je prends pas l'avion toute seule. Attends, t'imagines si je fais une crise de colopathie, si je fais un malaise, et puis qu'après, comment je fais si je fais une crise d'AVC, machin, et ça. Là, j'étais en confiance, mais 100%. J'ai pas été stressée une seconde, je n'ai pas fait un seul malaise. D'avoir cette confiance en soi, de se dire, punaise, je suis capable de, et que tu saisis le moindre vivant de ta vie, bah punaise, ça change tout. Franchement, moi, ça a été une énorme révélation de se dire, je dois absolument profiter de chaque seconde. Et ça, c'est malheureusement, il a fallu passer par l'alerte AVC pour me rendre compte qu'à chaque seconde, tout pouvait se terminer. Et je vous souhaite pas de passer par là, mais vraiment de réaliser à quel point, même si il y a de la douleur, même si c'est difficile, putain, mais il y a tellement de belles choses qui peuvent être réalisées grâce à vous. En tout cas, ta hargne, elle met les frissons, hein, très clairement. Non, mais c'est habité, quoi. C'est aujourd'hui, le handicap invisible, sa manière de le permettre de le rendre visible, c'est par la parole. C'est comment est-ce qu'on peut le rendre visible. Et moi, j'ai un autre projet autour de la photographie dont on pourra peut-être parler, mais du coup, aujourd'hui, je pense que toutes celles et ceux qui ont la possibilité d'échanger, de partager, d'écouter, euh, c'est notre rôle d'humain, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que pendant l'enregistrement, enfin, pendant cette interview, tu m'as plusieurs fois parlé de enceinte, enfant. J'imagine que donc, tu as des enfants, c'est ça? Exactement, j'ai une petite fille qui s'appelle Juliette et qui a 5 ans, et un petit garçon qui s'appelle Elliot et qui a 3 ans et demi. OK, et comment alors, tu vis, la maladie et la parentalité? Vaste sujet et que grâce à toi d'ailleurs, j'ai pu en partie solutionner. Et C'est je vais vrai? expliquer pourquoi, bien sûr. En fait, c'est pas évident. Quand j'ai eu ma fille, l'accouchement a été particulièrement intense. Physiquement, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. J'ai mis 1 an à récupérer de mes douleurs pour repartir à un stade à peu près comme avant en termes de douleur parce que c'était tellement intense. Le rythme des nuits, le fait de la fatigabilité, voilà, on est dans un autre rythme complètement décalqué et ça demande une toute énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas la même énergie que quand tu travailles, que quand tu as des enfants, c'est carrément autre chose. L'agitation, les bruits, et puis de se concentrer sur leur développement. Je suis absolument passionnée de mes enfants, hein. Je parle juste vraiment du côté qu'est-ce que ça évoque dans la maladie. Et très rapidement, en fait, voyant qu'au bout d'1 an, ça s'était un peu remis normalement à peu près en termes de douleur par rapport à ce que j'avais avant, avec mon expérience, disait, mais on en veut deux, c'est maintenant en fait, parce que là, sinon mon état de santé, on ne sait pas comment il va évoluer. Et puis, bah, il n'a pas tardé à se faire venir, en fait, dès qu'on a décidé, je suis tombée enceinte. Et puis, bon, on a vécu une grossesse difficile aussi avec lui, mais associée à lui, puisqu'il avait des soucis au niveau cérébral, au niveau du développement. Du coup, pendant 4 mois, on nous a parlé d'interruption médicale de grossesse. Donc, du coup, on n'a pas pu profiter de notre grossesse comme on aurait voulu. Mais dès lors qu'on nous a dit que c'était OK, bah, du coup, bah, c'était au moment du 8e mois de grossesse. Donc, il ne nous restait plus qu'1 mois pour Oh là profiter là! pleinement. Sachant Donc que c'était quand même, parallèlement, 8 mois d'angoisse, j'imagine? bah, dès lors qu'on a fait l'échographie, on a eu 4 mois où on s'est dit, bon, bah voilà, chaque jour sa chance. Et puis on va donner tout l'amour et toute la force à ce bébé pour qu'il puisse se construire au niveau cérébral comme il le mérite de vivre, en fait. Et parallèlement, donc on avait notre petite fille qui avait même pas, si elle avait 1 an. Elle avait 1 an, puis elle ne marchait pas, donc il a fallu apprendre à marcher, il a fallu apprendre la marche, et les parents qui écouteront sauront que c'est un moment magique, mais qui est aussi physiquement aussi important pour soi, parce que voilà, faut se baisser, faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, à ce qui tombe, à ce qui se fasse mal, etc. Et donc, du coup, en pleine grossesse, apprendre cette étape-là, pour moi, physiquement, ça a été un petit peu difficile, physiquement, je parle, mais sinon, c'était magique. Et donc, du coup, mon bébé, mon deuxième bébé est né. Et donc, la grossesse s'est passée hyper bien, vraiment. Enfin, l'accouchement, pardon, s'est passé super bien. Et là, par contre, au niveau rythme, les parents qui ont encore une fois 2 enfants vont savoir ce que c'est. Surtout que ma première n'avait pas encore 2 ans.
Donc, on avait le jour, ma première, et la nuit, mon deuxième qui nous occupait. Donc là, très très vite, en fait, au bout je sais pas, 3 semaines, un mois, j'ai dit à mon ex-mari, là par contre, moi je peux plus gérer les nuits. Je n'ai plus l'énergie, mon corps n'arrive plus à se lever. C'est-à-dire que quand je devais me lever, j'avais des décharges électriques, et là, mon système nerveux était tellement sous tension que quand je me recouchais, j'arrivais même plus à m'endormir. Et j'arrivais plus à respirer comme il fallait. Et puis, bah, du coup, j'avais pas de sommeil récupérateur. Donc, en fait, j'étais une pile électrique en permanence, ce qui fait que quand je devais m'en occuper la journée, j'étais sous tension. L'enfant le ressentait. Enfin, c'était vraiment, mais juste invivable. Donc, du coup, il a vraiment pris la relève, ce qui fait que ça a joué sur notre relation aussi avec mon deuxième, parce que du coup, son papa s'en est beaucoup occupé. Et du coup, ils ont créé un lien qui était différent du mien, parce que j'ai pas pu m'en occuper comme je le voulais, bien que présente, hein, j'étais là tous les jours. Donc ça a joué sur ma culpabilité de maman, de se dire je peux pas m'occuper de mes enfants comme j'ai envie. C'est dur à porter. Et surtout quand moi, depuis toujours, je savais que je voulais être maman. J'ai eu mon enfant, ma première, j'avais 24 ans. C'était un projet que je voulais depuis toujours. Je savais que je voulais être maman pour partager, pour leur curiosité, c'est la vie, les enfants, c'est l'innocence, et je les aime, mais à une puissance incroyable. Et de fait d'avoir cette réalité, euh, au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça, parce que ça avait une puissance que je n'avais pas avant d'être maman. Et quand je te dis que tu as solutionné cette partie, c'est que tu as fait un magnifique livre. Et je vais te laisser le soin d'en parler très brièvement pour que tu aies les meilleurs mots que moi. Bah, je ne sais pas si on a besoin d'en parler là dans le podcast. Tu penses que c'est nécessaire? Je pense parce qu'en fait, Le c'est syndrome de ça l'imposteur, qui... je me dis, c'est le témoignage des autres personnes, c'est pas le mien. Ouais, mais c'est important en fait, parce que finalement, il fait vachement rebond à mon histoire. Mmh. Donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi, je la vois, comme si c'était une petite fille qui le disait. Et en fait, c'était un outil qui, pour moi, était essentiel, autant en tant que la petite fille que j'ai été, qui a vécu avec un parent malade et qui a du coup créé beaucoup d'angoisse, de culpabilité, qui a été très jeune parentalisée. Et puis, autant un outil que j'avais besoin pour moi dans l'idée de fonder une famille, en fait. Je me disais, bah, fonder une famille, c'est déjà un énorme défi dans la situation dans laquelle je vis actuellement avec les symptômes, hein. Il y a des jours où j'ai de la difficulté à aller me doucher, simplement, hein. Donc comment on s'occupe d'un bébé, dans ces moments-là? Et une des choses que je me suis dit et que j'ai réalisé, c'est: j'aurais besoin d'outils, pédagogiques, et en même temps, je crois que c'est pas vraiment tant ça, ce livre, mais c'est un outil pour pouvoir simplement nommer les choses avec l'enfant, autour du fait que la maladie existe chez un parent sans pourtant faire peur. Il n'y a pas de symptômes particuliers qui sont nommés, on rentre pas dans l'explication de ce que c'est une maladie. C'est pas un livre qu'on retrouverait, pour expliquer, de manière médicale, en fait, ce que c'est. J'avais simplement, besoin de me dire: «Voilà, si un jour, j'ai envie de fonder une famille», et c'était le souhait à ce moment-là et ça l'est toujours, et ben, j'ai besoin de pouvoir accompagner mes enfants dans, les questions que ça génère de, pourquoi des fois maman elle vient pas aux réunions de parents d'élèves, qu'est-ce qui fait que maman elle a pleuré aujourd'hui, après avoir fait la vaisselle, enfin voilà, toutes ces questions-là peuvent être très vite apaisées une fois que les choses sont nommées et qu'elles sont moins anxiogènes. Exactement. Et en fait, ça a été un véritable liant. Quand j'ai reçu le livre à la maison, j'ai dit, les enfants, venez voir, il y a un cadeau pour nous. Je l'ai vraiment vu comme si c'était le Père Noël, tu vois. Tamara, tu as été la mère Noël en plein milieu de l'année. Et autant te dire que Noël chez moi, ça a une sacrée importance. Et donc, du coup, on s'est posé dans le canapé, on a lu, mais c'était d'une attention, c'était cérémonial presque. C'était vraiment le côté attention. On va découvrir un truc de fou. Et ça a tellement fait sens. Mes enfants, je le rappelle, ont 3 ans et 5 ans. Et on a écouté cette histoire cette vision. C'est vraiment un outil de développement personnel presque pour les enfants et pour soi-même. Et en fait, ce qui a été l'outil vraiment, qui est encore aujourd'hui un levier pour nous d'identification, c'est simplement ce baromètre. Mmh. Tu as dans ton livre proposé 2 baromètres, un baromètre sur l'humeur et un baromètre sur la douleur. Aujourd'hui, mes enfants l'utilisent quotidiennement pour dire, tiens,
telle couleur, c'est vraiment que ça va pas, telle couleur, ça va à peu près, et puis telle couleur, waouh, je pète la forme. Et en fait, un exemple tout bête, quelques jours après avoir reçu ce livre, j'ai eu un accident de trottinette électrique et je me suis cassé le genou et j'ai été immobilisée. Ma fille, quand elle m'a vue le soir, elle a complètement pleuré en disant: «Oh, mais maman, ça veut dire que tu as été à l'hôpital?» Je dis: «Oui, j'ai été à l'hôpital, mais tu vois, ça va, les médecins ont pris soin de moi et cetera». Elle est montée dans sa chambre, elle a été chercher le livre, elle a trouvé Baromètre, elle dit: «Mais maman, ça veut dire que c'était dans cette couleur-là, ça veut dire que tu vas mal comme ça». Et en fait, tout de suite, dans sa tête, elle s'est dit: «Attends, faut que je sois sûre qu'on parle de la même chose au même moment, de la même douleur». Et aujourd'hui, quand ça va pas, même quand ça va, et cetera, genre quand on va faire les folles, parce que oui, ça m'arrive de faire la folle et d'aller très bien. Bon, OK, derrière, j'empathie, mais c'est pas grave. Sur le moment, on est en train de danser comme des fous, et cetera. Et ben, ils vont le rechercher encore, ils vont se dire: «La maman, tu vu, on est en jaune, c'est génial, et cetera, ça va super et tout». Je mets: «Oui, allez, on fait du jaune, et cetera». Puis on va faire des dessins en jaune, et cetera. Puis on va célébrer ce jaune, mais comme on va aussi célébrer les moments où ça va pas bien parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre quotidien. Et ils le savent. Quand je leur dis: «Écoutez là les enfants, vous voyez là, je suis un peu bleu marine en ce moment», ils savent repérer à quel moment ça veut dire. Ça veut dire que waouh, là, il faut qu'on contemporise un petit peu. Donc, on va baisser les lumières, on va parler un peu plus doucement, et cetera. Donc, il y a un véritable accompagnement. Je pense que ce livre est un véritable liant entre le parent et l'enfant sur la Mmh. compréhension, sur l'accueil, sur l'acceptation de ça. Et c'est pas facile tous les jours. Et ça permet en fait d'avoir comme un élément extérieur qui vient prendre du recul et qui vient nous dire, bon là, on se positionne comment? On temporise un petit peu parce que là, effectivement, les enfants, ils ont aussi besoin d'exprimer en fin de journée quand ils sortent de l'école. Ils ont besoin de pouvoir aussi se positionner en tant qu'enfant et non pas en tant qu'enfant d'une maman qui est en situation de handicap. Et moi, je tiens véritablement à ce qu'ils aient leur libre arbitre, qu'ils aient leur position d'enfant à fond et qu'ils ne s'identifient pas à ma maladie, mais moi, je suis une maman. Je suis Mmh. en situation de. Et aujourd'hui, c'est un sujet autour du handicap. Euh, on ne dit pas je suis handicapée. Moi, j'ai un problème avec ça. Je ne peux pas dire je suis handicapée. Je suis dans une situation de handicap. Moi, à la base, je suis Tiffany, j'ai telle valeur, j'ai tel besoin, j'ai telles envies, j'ai telle passion, je suis une mère, je suis une amie, je suis une amante, je suis une amoureuse, tout ça, je ne suis pas handicapée. Et du Mmh. coup, de pouvoir positionner cette entièreté individuelle nous permet vraiment de faire des choses incroyables. Mmh. Je te remercie vraiment pour ton témoignage. C'est hyper touchant pour moi d'avoir vraiment des situations du vécu des gens et des familles. Et c'est un peu ce que je réalise de manière générale, c'est à quel point c'est un outil de médiation parent-enfant, en fait. C'est assez Exactement. incroyable. Et des fois, j'entends que c'est presque un outil de médiation entre adultes. Alors là, je suis hyper étonnée, où tout d'un coup, une femme me dit, mais j'ai enfin pu vraiment nommer la maladie avec mon mari grâce à cet outil qui, à la base, est accessible dès 3 ans, hein. Donc, il n'a pas vraiment de C'est ça. limite d'âge ensuite. Donc c'est assez beau et je te remercie vraiment, pour ce partage. Est-ce que, tu as l'impression qu'il y a quand même des expériences un peu qui te sont volées, avec tes enfants, des moments de vie qui se te sont volés, liés à la maladie et l'expérience de la maladie? Alors, avant, j'aurais pu te dire: «Ah oui, on me vole». En me disant, bah, là, clairement, depuis que j'ai eu mon expérience, en mars 2020 où je pouvais plus me lever, de mon lit, je ne peux plus conduire. Et donc du coup, forcément, ça me limite énormément dans mes déplacements. Et aujourd'hui, je n'ai pas de véhicule et que, bah, du coup, quand, ils sont chez leur papa, bah, effectivement, ils peuvent plus se bouger. Donc ils vivent des choses à l'extérieur de la ville que moi, bah, du coup, je suis assez, coincée, géographiquement, physiquement pour faire des choses. Jusqu'alors, tu vois, je t'aurais dit: «Effectivement, on me vole», mais en fait, on, c'est qui? C'est moi. Et donc c'est moi qui va décider si on me vole quelque chose. Si j'ai décidé qu'on me le vole, on me le volera. Mais si j'ai décidé de faire en sorte que ce soit comblé, on va le faire autrement. Et donc, c'est toujours d'être dans cette quête de solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et moi, aujourd'hui, mon cerveau, je l'ai. Aujourd'hui, j'apprends. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que je raisonne tout le temps positivement et que la vie est belle et bisounours. Hein. Non, non, au contraire. Hein, je vous parle là, au moment où je vous parle, j'ai vécu un énorme week-end. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, etc. Donc, mon quotidien reste présent. Mais c'est de me dire, bon, allez, ok, j'annule pas ce que. Je ne suis pas dans le déni de ce que je suis en train de vivre, mais comment je peux faire en sorte de
trouver des solutions pour qu'on puisse tous s'y retrouver et passer des moments de qualité. Mmh. C'est intéressant et moi, ça fait partie un peu de mes croyances de me dire: «Mais en fait, on peut amener, de la poésie, de la créativité, avec les enfants, même en étant dans un espace qui pourrait sembler de prime abord restreint, c'est-à-dire où on peut pas bouger en prenant la voiture». Mais quelque part, tout peut se créer à tout moment avec un enfant, c'est ça qui est incroyable. Oui, et puis quand on a un esprit créatif aussi, c'est même un challenge, il faut vraiment le voir comme ça. Il faut pas le voir comme quelque chose: «Oh là là, je peux rien faire». Bah non, réfléchis un petit peu, vas-y, laisse ta créativité. Ta seule limite, c'est ton imagination. Je ne sais plus de qui l'avait dit, mais je trouve cette phrase incroyable. Et du coup, ça permet même de se dire: «Allez, ça vient pas que de moi, c'est une aventure collective, on est une famille. Allez, tous les 3, Elliot, Juliette et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, moi, j'aimerais bien faire ça. Très bien. Moi, ça va être compliqué, mais comment on peut trouver une solution pour le faire? Ah bah, on pourrait faire ci, et cetera». Et du coup, d'avoir cette intelligence collective et de faire en sorte qu'eux-mêmes aussi soient force de proposition, puissent trouver des solutions, et cetera. Ça permet vraiment de nourrir cette curiosité, cette ouverture d'esprit, et cetera. Alors vous allez me dire peut-être que ouais, c'est peut-être un peu jeune, ça donne des responsabilités à des enfants de 3 ans et 5 ans. Moi, mon point de vue, c'est plus que ça leur permet de voir les choses autrement et de leur ouvrir leur esprit. Et voilà, évidemment que je respecte aussi leur âge et que j'ai pas envie de les amener trop tôt dans quelque chose qui n'est pas adapté à leur âge. Je les écoute et je fais en fonction de eux et de leurs limites et en les connaissant et c'est vraiment en les observant le plus possible qu'on essaye de trouver des choses ensemble. Bah, c'est intéressant parce que c'est comme si chacun était vraiment pris en considération, en fait, dans ses besoins, ses limites, ses envies, ses projections et j'ai vraiment l'impression que toi, tu es en dehors d'une position de victimisation quelque part. Ah mais totalement. Totalement, moi je suis pas, et même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, enfin tout mon travail aujourd'hui, c'est de me dire, pourquoi être dans une situation de victimisation? On sait que le handicap, la situation de handicap, c'est associé à quelque chose de difficile, faut pas le nier. Maintenant, c'est très bien, c'est difficile, mais t'en fais quoi de ça? Soit tu restes dans cette position et effectivement ça va être compliqué au quotidien et ça génère forcément des émotions qui sont pas forcément positives, et ça empêche quelque part de faire ce qu'on a envie de faire. Soit on décide de prendre le contre-pied, de se dire: «Bon, j'ai qu'une vie et qu'est-ce que je vais faire de cette vie-là?» Moi, alors ça va peut-être un peu paraître un peu morbide, mais il y a très souvent où je m'imagine sur mon lit de mort. Désolée, hein, ça fait un peu bizarre, mais je me dis: «Demain, si je suis sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait?» Et je me dis: «Bah, j'ai pas assez voyagé? Bon, bah, très bien, alors je vais voyager». Et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de la mort. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'avec ce que j'ai vécu, mais j'ai beaucoup moins peur parce que je me dis que chaque seconde, je les vis à fond, quoi. Je me dis: «J'ai pas de regrets» parce qu'en fait, tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais et je me donne les moyens de faire parce que je veux saisir la vie, mais véritablement, j'ai envie de respecter mon environnement, j'ai envie de contribuer, de donner l'exemple à mes enfants, qu'on est des humains, qu'on fait partie de la nature, qu'on fait partie du vivant et qu'on doit donner ce mouvement, de lumière que en tout cas, moi, ma mission et eux la recevront comme ils le voudront et ce sera OK. Mais moi, ma mission, je sais qu'elle est là pour transmettre. Ça me dépasse complètement. Tout ce que je mets en place, c'est pas pour moi et mon petit ego, c'est véritablement parce que je sens que j'ai besoin de partager, je sens que j'ai besoin de transmettre, pour aider, pour pouvoir, donner une autre vision des choses et apporter un nouveau regard. Je ne veux pas changer le regard sur le handicap, je veux apporter un nouveau regard sur le handicap et c'est Mmh. tout ce que je suis en train de mettre en place avec 2 associations dans lesquelles je suis en train de co-créer et pour, apporter ce dynamisme et apporter cette réalité positive parce qu'il n'y a pas que le négatif. Le négatif, on est OK, il existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de positif? Qu'est-ce que ça peut créer? Et c'est là où l'humain, en fait, a toute sa place parce que l'humain, depuis toujours, est créateur et c'est comme ça qu'on évolue. Mmh. Avant de te poser les 2 dernières questions, de fin, parce que même si je les ai pas notées, je les connais un peu par cœur après une vingtaine d'épisodes. Est-ce que toi, tu aimerais aborder un sujet, quelque chose, que tu as envie de partager avec les auditeurs et auditrices? Alors, il y a un sujet, effectivement, qui va être associé à comment on peut saisir ces opportunités et comment finalement on peut, voir les choses un peu plus, positivement. Ça va être l'acceptation et et quand on n'accepte pas, effectivement, ça va être difficile de voir toute cette partie positive et et quand on a admis que notre réalité, elle était telle quelle et que
bah, en fait, on peut peut-être saisir certaines opportunités liées à ça. On accepte. Et quand on accepte, en fait, dans le handicap invisible, on peut en parler. Et en parler, ça permet de faire vraiment avancer la cause sociétale. Dans le cadre de l'entreprise, il y a un levier. Comme je parlais de la RQTH, je rappelle la reconnaissance qualité travailleur handicapé. C'est un véritable levier pour le handicap invisible de pouvoir s'exprimer et d'ouvrir en fait les mentalités sur ce que c'est que d'accepter le handicap invisible et quelles sont les conséquences dans une entreprise, mais surtout quelles sont les opportunités de voir les choses autrement. Toute l'ouverture d'esprit, tout le bien-être et toutes ces adaptations en fait vont servir également non pas qu'au handicap, mais également à tous. Et c'est ce qu'on appelle l'inclusion avec un grand I. Aujourd'hui, quand on va chercher inclusion sur Internet, on va voir le mot handicap associé. Il n'y a pas que le handicap qui est associé à l'inclusion. Il va y avoir les personnes en situation qui vont être qui vont être âgés, donc en fin de carrière, des personnes qui sortent du milieu carcéral, les personnes réfugiées. Il va y avoir tout l'aspect lié à la religion, à l'origine culturelle, comment dire, l'orientation sexuelle. L'inclusion, c'est ça. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous, en fait, avec notre petit sac de singularité. Et comment on fait pour vivre ensemble. Et je pense que cette acceptation avec un grand A pour tout le monde permettra cette communication et je crois foncièrement que en parlant, en osant en parler, en osant être soi-même, en étant entier et non pas identifié à une étiquette, ça nous libère. Et cette liberté, cet amour de soi et des autres nous permet de véritablement faire avancer la cause sociétale et faire évoluer les choses pour qu'on puisse simplement être humain et vivant. Mmh. Je vais faire l'avocat du diable parce que tout à l'heure, tu parlais que toi, cette reconnaissance, elle a pas vraiment été présente dans tes derniers, boulots, en fait. Exactement, exactement et en fait, elle m'a jamais servi. C'est bête, hein, ce que je vous dis, je vous prône quelque chose, qui ne m'a jamais servi. Mais j'y crois parce que je vois et que je constate que dans les entreprises, ça fonctionne, ça aide, ça permet aux gens de rebondir, ça permet, ne serait-ce que d'être considéré. La fibromyalgie, comme je le disais, n'est pas reconnue, c'est la seule reconnaissance et le fait d'avoir simplement cette reconnaissance-là au niveau psychologique, ça permet de se dire: «Ah, je suis pas vraiment, seule, je suis un petit peu entendue» et ça permet d'avoir la possibilité d'avoir des aménagements, d'avoir la possibilité de faire son job comme tout le monde. Et rien que ça, en fait, ça donne de l'espoir, ça donne de l'élan, ça donne du positif, des émotions positives. Et les émotions, aujourd'hui, on n'en donne pas suffisamment de considération en entreprise. Et pour moi, c'est véritablement un levier de puissance incroyable et dont il faut absolument valoriser l'existence et la place en entreprise parce que c'est ça qui va vraiment permettre la créativité, la libération et donc toute cette évolution dont je parlais juste avant. Mmh. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter, pour les personnes qui vivent avec une maladie invisible ou plusieurs et leur entourage? Hem, Juste soyez vous-même. Soyez libre d'être vous-même et d'identifier, ce qui vous rend pleinement vivant. Je le disais, on n'a vraiment qu'une vie et moi avant quand j'entendais cette phrase, je me disais: «Ouais, c'est une manière de dire que ouais, ouais, effectivement, on n'a qu'une vie». Ouais, sauf que quand on passe par des étapes, comme je parlais tout à l'heure de l'alerte AVC, on se rend compte en fait. L'idée, c'est vraiment de se respecter, de connaître ses besoins, de connaître ses envies, et véritablement de se positionner. Ça demande forcément une certaine énergie introspective, hein, de se dire: «Bah, ouais, pourquoi est-ce que je prendrais ce temps-là?» Mais en fait, on est seul, on meurt seul et votre chemin, il n'est pas égoïste. C'est en prenant soin de vous que vous allez pouvoir, véritablement aller, faire ce dont vous avez envie avec les personnes qui vont vous entourer. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes autour de vous et simplement des personnes de qualité et je pense que véritablement prendre ce temps de ça fait un petit peu spirituel, mais véritablement de se poser, de méditer, de vraiment de se concentrer de soi à soi, ça vous permet simplement d'être, j'arrive pas, attends, j'arrive pas, je suis pas dedans. Hem, En fait, je suis vraiment émue de cette question parce que c'est un vrai travail de burn-out. Toute l'année 2022, je l'ai faite en pensant à ça et et j'arrive pas encore finalement à poser les mots, tu vois? Où là, c'est un petit peu, c'est encore frais. Hem,
Mais moi, vraiment, mon énorme leçon de 2022 par rapport à ta question, ça a été de me respecter. Et à partir du moment où je me suis respectée, bah, j'ai vu que tout était possible. Hmm. Et si la fibromyalgie et le TDAH étaient des super pouvoirs, alors évidemment à dissocier, hein, lesquels seraient-ils? Je pense que pour la fibromyalgie, il y a une histoire de tolérance. On parle beaucoup de la tolérance à la douleur, mais il y a aussi la tolérance de soi à soi, de comment on tolère aussi ce vécu et il y a la tolérance vis-à-vis avec un grand T, auprès des autres, de leur histoire, de leur vécu, etc. Donc je pense que la tolérance aujourd'hui, c'est pour moi comme la gentillesse, ce sont vraiment des énormes pouvoirs de l'humain. Et le TDAH, son super pouvoir, c'est sa capacité à créer et d'aller vraiment dans le fond des choses et de faire des liens. Donc, pour moi, la création, c'est ce qui permet d'innover et de faire apporter ces nouveaux regards, comme je disais, quoi. Hmm. Je te remercie Tiffany, notamment pour ta fougue que tu transmets et qui fait du bien à recevoir. Je te remercie, Tamara, pour cet échange et de donner la parole à tous ces invisibles qui ne le sont finalement pas. Avec joie. Je t'embrasse. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.